a appelé ça changement climatique parce que le réchauffement climatique n'est qu'un des aspects des changements climatiques. On a aussi des changements dans les précipitations, des changements dans la nébulosité, des changements dans les événements extrêmes. Donc tout ça fait que, surtout dans nos régions où les changements sont perçus de façon sur tous ces aspects, eh bien, on doit parler plutôt de changement climatique beaucoup plus que réchauffement climatique. Il y a un chapitre sur le changement climatique, donc les climatologues se sont emparés de ce thème-là. Un deuxième chapitre sur le littoral, parce qu'en Bretagne, parler des changements climatiques sans parler de l'impact sur le littoral et les ressources halieutiques, ce n'était pas possible. Un troisième chapitre donc sur l'agriculture, un chapitre également sur les ressources en eau, ressources en sol, comment elles sont impactées. Et puis un dernier chapitre auquel je tiens beaucoup, qui est sur la perception par les acteurs, les agriculteurs ou les acteurs de l'eau, la perception donc du changement climatique par ces acteurs qui sont confrontés au changement climatique. Les contributeurs, ce sont nos collègues climatologues de Rennes 2, un certain nombre d'autres disciplines, des écologues, des géochimistes, des hydrologues, des géographes qui ont une contribution importante dans ce travail. Et puis également, donc, c'est issu d'un programme co-construit avec le monde agricole, donc des responsables des services techniques d'achat d'agriculture ou de tram, donc des services qui sont en charge de conseiller les agriculteurs. Nous, on a pris 4 départements, 4 régions, la Bretagne, la Basse-Normandie, le Pays de Loire et le Poitou-Charentes, parce qu'on avait là une zone géographique assez importante, des gradients climatiques, des gradients également d'occupation du sol, mais malgré tout une forte prégnance de l'agriculture dans ces territoires, une forte prégnance de l'élevage, donc une homogénéité. On avait un vrai contraste climatique entre le Poitou-Charentes, qui est fortement impacté pour le coup par le réchauffement climatique, et puis les autres plus impactés par d'autres aspects comme le changement des précipitations. Les moyennes annuelles de température ont augmenté d'1 degré depuis une trentaine d'années. Mais on a aussi observé des changements sur les précipitations qui ont un contraste plus important entre l'hiver et l'été, avec un peu plus de précipitations l'été et l'hiver et un peu moins l'été. On a observé aussi des changements sur, par exemple, les dates de semis, les dates de récolte, les indices de précocité, c'est-à-dire la façon, le choix des variétés qu'on va semer. Donc un certain nombre d'impacts qui n'étaient pas immédiats quand on a commencé ces travaux. Pour étudier le changement climatique, on a plusieurs possibilités. On a les études rétroactives. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les mesures qui étaient enregistrées. Donc ça nécessite d'avoir des données de longue durée, des enregistrements, des observatoires de longue durée, chose qu'on possède dans peu de domaines finalement. C'est finalement en climato qu'on a le plus de données, mais donc voilà, étude des données passées enregistrées. Deuxième possibilité, étude prospective à partir de scénarios climatiques ou de scénarios économiques pour voir à partir de modèles de fonctionnement comment va évoluer, par exemple, les cultures vont évoluer les cultures sous l'effet du changement climatique. Troisième façon d'aborder les choses, c'est comment est perçu le changement climatique, comment les gens qui sont confrontés au changement climatique vont étudier, vont prendre en compte, vont s'approprier, appréhender la question du changement climatique. Et donc, en fait, nous, on a étudié on a pris en compte ces 3 méthodes, parce que selon le type de discipline, eh bien, dans un certain nombre de cas, on peut utiliser des données passées. Dans d'autres, au contraire, on n'aura que des prospectives, que des scénarios futurs, donc avec toute l'incertitude qu'on a sur les modélisations. Et puis l'aspect prospectif, nous, on y tenait beaucoup, parce que le changement climatique, il faut non seulement chercher à l'atténuer, mais il faut chercher aussi à s'y adapter. Et pour s'y adapter, c'est bien les acteurs de terrain qui vont s'y adapter. Donc il fallait qu'on voit comment ces acteurs l'appréhendaient et comment ils commençaient à s'y adapter. Donc voilà, trois façons d'aborder le changement climatique. L'incertitude, bien, on la prend en compte dès le départ, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il nous semble important que ces études soient faites de façon très articulée avec les acteurs de terrain, puisque c'est tous ensemble qui devons nous prendre en compte cette thématique du changement climatique, je dirais, et pour trouver des solutions sans regret, c'est-à-dire qui soient bonnes,
qu'il y ait un changement climatique dans un sens ou dans un autre. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que aborder le changement climatique, c'est aussi une façon de voir d'une façon nouvelle sa pratique quotidienne. Et les choses qu'on a fait avec les agriculteurs nous montrent des enquêtes ou des travaux qu'on a fait avec eux, eh bien, des travaux où on réfléchissait sur le changement climatique, leur permettent aussi finalement de voir leur exploitation autrement et finalement de se donner des outils pour s'adapter au changement climatique, mais aussi à toutes les autres contraintes, à toutes les autres forces motrices qui vont impacter leur système. Donc c'est une autre façon de prendre en compte l'incertitude. Et puis sinon, sur le plan plus scientifique, plus dur, si on veut, plus disciplinaire, la façon qu'on a d'aborder le changement climatique, c'est ce qu'on appelle des modélisations multiples. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de modèles qui tous sont bons, mais tous ont des conditions, des hypothèses un petit peu différentes. Et puis, c'est l'ensemble de ces modèles, de résultats de ces modèles, qui va nous dire, bien finalement, on a telle tendance avec telle incertitude. Et ça, c'est un grand champ de recherche, la modélisation multiple, qui est appliquée actuellement au changement climatique. On a fait donc des enquêtes dans ce Grand Ouest auprès de différents types d'agriculteurs, plutôt des éleveurs laitiers d'ailleurs, mais qui avaient aussi donc des cultures associées à leurs exploitations. Ils ont observé des changements qui sont ténus, qui sont de ceux que vous avez vous-même cités, à savoir des changements dans les dates de semis, dans les récoltes. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que la perception qu'ils en avaient était aussi variable selon le niveau d'éducation qu'ils avaient pu connaître par le passé. Et ceux qui avaient eu des études peu avancées avaient tendance à dire que c'était des effets cycliques ou on ne savait pas trop pourquoi. Et puis au fur et à mesure que les diplômes acquis étaient plus importants, eh bien on a des raisons qui rejoignent les raisons des climatologues, à savoir, bien, il y a des changements climatiques, et ces changements climatiques sont liés à l'action de l'homme, à l'augmentation du taux de CO2, etc. Donc il y a une perception qui est différente selon le niveau d'éducation. Donc ça donne un levier important pour savoir comment pouvoir appréhender et lutter contre le changement climatique. On parle souvent d'un impact négatif, on voit ça en noir, le changement climatique. Pour la Bretagne, c'est pas sûr. Pour le Grand Ouest, c'est pas sûr que les impacts soient tous négatifs. Pour la pêche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un changement des espèces qui vont être pêchées, puisqu'on a une remontée des limites nord d'un certain nombre de populations de poissons, d'espèces. Donc il y aura un changement des conditions de pêche. Mais ce n'est pas forcément négatif pour autant. L'aspect négatif sur les pêches, ça va être sur des problèmes de ce qu'on appelle le découplage entre les ressources que peuvent manger les poissons et les poissons eux-mêmes. Donc, ils vont plus se développer au même moment. Donc là, des problèmes qui peuvent être graves de baisse de population liés à ces décalages temporels des différentes espèces qui font partie de la chaîne alimentaire. Pour l'agriculture, ça va être des changements, effectivement, mais des changements en termes d'adaptation qui ne sont pas forcément négatifs. Ça peut être, par exemple, le cas qui est très souvent cité, c'est le vin. La vigne actuellement, en Anjou, c'est plutôt une succession de bonnes années parce qu'on a des conditions qui sont meilleures en termes de température, en termes de sécheresse. Mais il y a déjà, malgré tout, des avertissements qui arrivent parce qu'on a des degrés alcooliques qui sont trop forts. Donc il va falloir s'adapter et changer les conditions, les successions de pratiques pour arriver à maintenir des degrés alcooliques qui ne soient pas trop élevés. Donc voilà, des adaptations nécessaires au niveau agricole, pas forcément des catastrophes à venir dans le Grand Ouest. Personne ne va se plaindre au niveau du tourisme s'il fait plus chaud l'été ou s'il pleut moins. Donc plutôt des aspects positifs, la Bretagne devenant un territoire privilégié pour des migrations touristiques. Bon, les travaux qu'on a faits sont des travaux qui sont préliminaires, donc on ne peut pas avoir une réponse. Et ces scénarios, en fait, il faut les construire avec les acteurs, donc on n'a pas de réponse immédiate. Par exemple, pour les forêts, qui est un bel exemple, parce que les forêts sont des espèces des espèces végétales qui se gèrent sur le long terme. Eh bien, on peut avoir dans des scénarios optimisme, eh bien, un maintien en gros des espèces actuelles. Et dans un scénario très pessimiste, donc un fort réchauffement,
un maintien dans leur niche écologique uniquement des espèces comme le pin par exemple, hein, ou le châtaignier, qui sont justement des espèces qui viennent du sud. Donc elles vont retrouver un climax qui correspond à ce qu'elles connaissaient. Mais par contre, pour le chêne Cécile, le chêne pédonculé, ben, des problèmes de niche écologique qui ne sera plus adapté. Donc voilà, des scénarios qui sont... je pense qu'il faut prendre de façon optimiste, mais en cherchant, en réfléchissant à des adaptations qui peuvent aller soit des adaptations régulières, donc on va changer petit à petit, année après année, soit des adaptations de rupture, c'est-à-dire on va changer de système. Par exemple, des agriculteurs vont basculer sur de l'agrotourisme, par exemple, donc mettant plus d'activités sur le tourisme. Le problème de la montée des eaux en Bretagne, elle est réelle. Hein. Donc ça, s'il y a un des indicateurs forts, c'est celui-là. On a un marégraphe à Brest qui nous permet de mesurer la montée de la mer, qui est ancienne, mais qui a augmenté, qui s'est accélérée dans les dernières décennies. Donc il y a un vrai problème de montée de la mer. Donc c'est toutes les zones plates hein, qu'on a dans le sud, donc le golfe du Morbihan, toutes ces zones donc... Ce n'est pas les côtes rocheuses qui vont être bien sûr menacées, mais alors, cette menace, on lie souvent cette menace au problème des tempêtes. Alors, il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas pu mettre en évidence une augmentation ni de la fréquence ni de l'intensité des tempêtes. Mais par contre, une tempête qui va arriver alors que le niveau de la mer est plus haut va avoir un impact qui va être plus important. Donc il y a effectivement un problème de risque plus grave lié au changement climatique par l'élévation du niveau de la mer dans les zones où les côtes sont basses. Les informations qu'on a sur comment va évoluer le changement climatique sont très, très hétérogènes. Donc la grande question que les gens se posent, c'est la question des événements extrêmes. Puisque les événements extrêmes, bon, d'abord, ils sont plus dramatiques que les autres, et ensuite, ils sont perçus de façon très très forte. Donc, quelques années de sécheresse ou quelques tempêtes très fortes peuvent faire basculer les personnes dans leur activité, etc. Donc c'est un point important, et c'est là-dessus que vont porter les recherches à venir. Donc, pour l'instant, au niveau des températures, les prévisions sont assez robustes hein, et on peut penser que les tendances qui sont prévues vont continuer. C'est celle qui, en tout cas depuis 20 ans, on a bien cette tendance qui se maintient. Pour les précipitations, on est dans une très forte incertitude puisque, ça va peut-être vous faire rire, mais les derniers scénarios, on a pris en compte les montagnes. Ah bon, parce qu'avant, on prenait pas en compte les montagnes pour faire des simulations. Eh bien oui, on les prenait en compte de façon très, très grossière. Donc avec les dernières simulations qu'a fait Météo France, d'ailleurs c'est un site qui est accessible à tout le monde, vous pouvez aller sur le site Dryas, vous pouvez vous-même voir ce qu'il en est. Donc sur ces dernières simulations, où les montagnes ont été prises de façon très fine, eh bien on a des scénarios, des projections climatiques qui sont variables. Pour certains modèles, eh bien, il y a une augmentation des précipitations, je parle du Grand Ouest, hein, et pour d'autres, c'est une diminution. Donc voilà, donc vous dire si ça va aller en s'accentuant ou non, on est en Bretagne dans une zone de grande incertitude, et dans le Grand Ouest en général, dans une zone de grande incertitude, et en particulier au niveau des précipitations, donc je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Voilà. Les marais de Dol, les marais sont très bas, ils sont sous le niveau de la mer, si je ne me trompe. Donc il y a effectivement des problèmes qui peuvent se poser d'inondation. Hein, et il faut savoir que plus on se protège de façon dure contre les inondations, avec une gestion un petit peu, je dirais, technicienne, hydraulique, plus finalement on éloigne le risque. Mais on éloigne aussi la perception que les gens ont des inondations. Donc la façon de se défendre contre les inondations, c'est de diminuer la vulnérabilité des territoires. Et pour diminuer la vulnérabilité des territoires, c'est bien effectivement d'éviter d'implanter des constructions humaines ou de mettre des gens dans des zones inondables. Donc je pense que pour moi, lutter de façon intégrée contre les inondations, c'est effectivement lutter contre les risques d'un côté, mais aussi diminuer les vulnérabilités. J'ai envie de dire que les deux choses qu'il faut développer actuellement
pour mieux appréhender le changement climatique, c'est d'une part des études précises et notamment avoir des observatoires sur le long terme qui nous permettent donc d'avoir ces longues séries sur lesquelles on pourra effectivement faire des projections par la suite. Donc ces études fines et puis des modélisations associées. Donc ça c'est un point fort pour savoir de quoi on cause. Mais à l'autre côté de la chaîne, ce qui est important, c'est d'avoir des outils de communication et d'appropriation. Il y a une chose qui a été... On l'a fait un peu dans notre programme, mais j'ai aussi dans l'ouvrage, j'ai fait état d'un travail qui a été fait dans la région Midi-Pyrénées et la création d'un jeu qu'on appelle le Rami fourrager, qui permet de créer une sorte de jeu de rôle sur comment s'adapter au changement climatique dans le cadre de son exploitation. Et cet outil, c'est un outil fantastique d'appropriation de comment va dans les années à venir, comment vont évoluer les choses dans les années à venir. Donc voilà, les deux choses à faire, des études fondamentales, importantes, qui sont absolument nécessaires et qui ne sont pas assez développées dans le Grand Ouest, et des outils d'appropriation sociale de la question du changement climatique.